Escortés par l'armée israélienne, des journalistes pénètrent pour la première fois dans le kibboutz, le village communautaire de Kfar Aza, pour y découvrir l'horreur, les destructions, les maisons brûlées et les cadavres. Des mères, des pères, des bébés, de jeunes familles tuées dans leurs lits, dans leurs abris, dans leurs salles à manger, dans leurs jardins. Les terroristes les ont tués. Ou alors ils les ont attrapés et ils les ont tués. Ils leur ont coupé la tête. Dans cette vidéo de propagande qui circule sur les réseaux sociaux, on entend les ordres échangés par les assaillants par radio. Sors de là! Viens! Tu m'entends? Si elle vient de ton côté, tu lui tires dessus. Cette autre vidéo de propagande est difficile à localiser, mais elle permet de voir l'objectif sans équivoque des commandos qui ont attaqué les kibboutz. Aucun des habitants ne doit sortir vivant. Regardez chaque porte. Personne ne doit s'échapper. Casse la porte. Rentre et vérifie bien. 3 jours après les attaques, le monde entier a les yeux braqués sur ces kibboutz, théâtre de massacres sans précédent. L'une de nos équipes a tenté de se rendre à Be'eri cet après-midi. Impossible d'y accéder. Les soldats nous ont demandé de quitter la zone. C'est une zone de guerre, nous a-t-on dit. Au loin, on voit un blindé avec une mitrailleuse sur son toit. Seuls les soldats et les ambulances peuvent passer. La zone de Be'eri, pas encore sécurisée, mais des images nous sont parvenues aujourd'hui. On y voit les volontaires d'une association de premiers secours y enlever des cadavres par dizaines. Hier, l'état-major israélien a annoncé qu'il avait enfin repris le contrôle de toute la zone autour de la bande de Gaza. Sur le terrain, la situation est beaucoup plus confuse. Il y a quelques minutes, la ville d'Ashkelon, 150 000 habitants à une dizaine de kilomètres de l'enclave palestinienne, était toujours visée par des roquettes du Hamas. Nos envoyés spéciaux Lise Romboudoul, Lucas Lassalle et Fabrice Hamzel sont sur place. Tension extrême sur Ashkelon. Durant 15 minutes, en fin d'après-midi, des roquettes s'abattent sur la ville. Impossible d'y pénétrer, l'armée bloque l'entrée. Des soldats nous confient craindre une infiltration de terroristes. Nous réussissons à entrer dans la ville par d'autres petites routes. Elle est vide. Nous voyons passer les roquettes dans le ciel au-dessus de nous. L'une d'entre elles vient de toucher cet hôtel, où se trouvaient d'ailleurs quelques journalistes. Et voilà que la sirène retentit une nouvelle fois. Nous devons descendre dans l'abri de l'hôtel. Nous en ressortons 1 heure plus tard. Une explosion. Une deuxième. Une troisième. Ça n'arrête plus. Les roquettes continuent de tomber sur Ashkelon et sur la ville en ce moment. Nous ne pouvons pas nous éloigner de l'abri de cet hôtel. Selon l'armée israélienne, le Hamas et le djihad islamique ont encore en leur possession plusieurs dizaines de milliers de roquettes et de missiles. Alors que les préparatifs s'accélèrent en prévision d'une très probable offensive terrestre à Gaza, l'armée israélienne poursuit ses bombardements. Ils ont déjà fait plus de 700 morts. Les habitants subissent également les premiers effets du siège total que leur a imposé Israël, qui a coupé l'eau, le gaz et l'électricité. Michel Scott, Victor Topneau et Pierre Limpens. En ce moment même, la puissante contre-attaque d'Israël continue. 24 heures sur 24, c'est un déluge de feu. Les frappes sur Gaza sont méthodiques. Partout où le Hamas peut se cacher, l'aviation de Tsahal lance ses missiles. Au milieu de cette ville, à l'habitat si dense, chaque immeuble suspect saute. L'opération Glaive de fer, lancée depuis samedi, ne laisse aucun répit, ni à l'ennemi, ni à la population civile. Des dommages collatéraux qui se multiplient. Écrasée sous ses gravats, une petite fille de 4 ans, sa famille s'était réfugiée ici pour échapper aux bombes. Ils croyaient s'être mis à l'abri et c'est la mort qu'ils ont trouvée. Le bilan se chiffre d'ores et déjà en centaines de victimes. Les hôpitaux sont débordés, les morgues aussi. Les Gazaouis que nous avons pu joindre témoignent d'une situation intenable. C'est affreux.
Ce qui se passe à Gaza, c'est vraiment affreux. C'est affreux ce qui se passe à Gaza. C'est une massacre collective. Et les bruits des avions militaires et les bombes qui tombent sur Gaza, toutes les dômes et les 2 minutes sont effrayants. La bande de Gaza se referme comme un piège pour les civils, car le blocus imposé par Israël va rapidement créer une crise humanitaire d'ampleur. On est extrêmement inquiet. Le gouvernement israélien a décidé de couper l'eau, de couper l'électricité et d'arrêter tout, y compris le fioul qui fait marcher les centrales électriques. On compte déjà près de 200 000 déplacés fuyant les bombardements à l'intérieur de l'enclave. Quant à ceux qui ont un sauf-conduit pour fuir vers la seule porte de sortie, la frontière égyptienne, ils ont vu tout à l'heure les frappes les manquer de peu, provoquant la panique au point de passage de Rafah. L'opération militaire contre le Hamas ne fait que commencer. Côté israélien, le bilan est d'au moins 1000 morts, parmi lesquels des binationaux. Le Quai d'Orsay annonce ce soir que 8 ressortissants français ont été tués, 20 sont portés disparus. Un vol spécial partira de Paris après-demain pour rapatrier des Français actuellement en Israël. Dans les villages où ont été perpétrés des massacres, certains habitants ont réussi à se cacher. C'est le cas de cette femme qu'ont rencontrée nos envoyés spéciaux Esther Lefebvre, Fabrice Maillard, Frédéric Mignard et Anne Dacosta. Peut-on imaginer pire torture? Ce silence depuis samedi midi, depuis le dernier message vocal de sa fille, Noya, 13 ans, est alors chez sa grand-mère. Leur kibboutz est attaqué. Elle me dit, maman, il y a du bruit dehors. Il y a un grand bruit, j'ai peur. Et elle dit, à la fin, elle dit oui. Et j'entends dans sa voix qu'elle comprend. Que c'est pas... ça va pas être bien. Mais cette franco-israélienne est alors impuissante. Elle-même enfermée dans son abri, dans un kibboutz voisin, lui aussi pris d'assaut. On n'avait pas d'électricité, on n'avait pas à manger, on n'avait pas à boire. On entend qu'il y a quelqu'un dans la maison, on ne pouvait pas sortir. Et il y a quelqu'un qui rentre dans notre maison et essaye d'ouvrir la porte, il n'arrive pas. Des Palestiniens derrière sa porte pendant 20 heures. Jusqu'alors, elle dit avoir toujours éprouvé de la compassion envers eux. Chaque fois qu'il y a l'Israël qui bombarde Gaza, et nous on est dans les abris, je pense aux enfants là-bas et aux mamans, et je me dis, les pauvres. Moi j'y crois à la paix, mais ce qu'ils ont fait là, ça passe tous les... C'est pas humain, c'est cruel, ils sont des brutes. Aucune nouvelle non plus de sa nièce de 16 ans et de son neveu de 12 ans. Des combattants palestiniens ont filmé son enlèvement. Je demande à la France, qui est l'ami d'Israël et en même temps qui a des relations avec les Palestiniens, venez à nous aider, SOS. Un appel à la négociation urgent selon elle, alors qu'elle s'accroche à cet espoir pour sa mère et sa fille. Et la seule chose que je me dis, au moins elles sont ensemble. J'espère qu'elles sont ensemble. Dans le kibboutz de Nir-Oz, des dizaines de morts et une soixantaine de personnes restent portées disparues. Après l'offensive surprise du Hamas, l'armée israélienne est intervenue dans de nombreuses localités autour de Gaza. Les autorités israéliennes affirment que 1500 combattants du Hamas sont morts en 3 jours. Elle n'exclut pas que des terroristes soient toujours présents. Les habitants ont presque tous quitté la zone. Regardez ce reportage entre Sderot et Netivot de nos envoyés spéciaux Benoît Cristal, Antoine Pocry et Pauline Lormand. Les habitants de Sderot font leur course au milieu des bombardements et des opérations de déminage de l'armée israélienne. Les terroristes avaient pris le contrôle de ce commissariat durant 24 heures. Les explosifs du Hamas s'y trouvent encore. Pas de quoi perturber Gadi, qui refuse de partir. C'est un échec. On croyait vivre en paix et pendant ce temps, eux, ils amassaient des roquettes qui nous tombent dessus.
Démonstration immédiate, tout le monde court aux abris. Descendez, descendez! 3 explosions retentissent. Rockets? From Gaza? Oui, ça vient de Gaza. Tout le monde s'habitue à se cacher en moins de 15 secondes. Sderot, c'est très proche de Gaza. Dehors, nous retrouvons des rues désertes. Dans le ciel, le bourdonnement des drones israéliens et plusieurs bâtiments détruits aux abords de la ville. L'armée israélienne affirme avoir repris l'intégralité de son territoire au Hamas. 1500 militants ont été neutralisés, mais ici, personne n'exclut la possibilité de la présence de cellules infiltrées. Pour mettre en garde la population, la police israélienne diffuse cette vidéo d'une intervention très impressionnante. 2 terroristes du Hamas tués samedi dernier au volant d'un véhicule volé équipé d'un gyrophare. La scène s'est déroulée à l'entrée de cette ville, Netivot, sous bonne garde aujourd'hui. La majorité des 30 000 habitants a fui. Ceux qui restent, comme Moshe, vivent dans la peur des cellules dormantes. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec les terroristes. Ils peuvent se cacher, se déguiser, revenir en voiture. La police est en état d'alerte, dans des rues désertes, où les combats des derniers jours sont encore bien visibles. En France, ce conflit, ou plutôt la lecture du conflit, divise la classe politique. Emmanuel Macron a condamné les actes de terrorisme du Hamas, comme tous les partis représentés à l'Assemblée nationale, sauf un, la France insoumise, qui refuse d'employer ce terme, une position qui a suscité, vous allez le voir, de nombreuses réactions. Mathieu Desmoulins, Frédéric Delpech et Antoine Silberman. Silence absolu. Tous les députés debout pour afficher leur soutien aux victimes. Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer notre soutien inconditionnel. Mais au milieu des applaudissements, quelques huées envers les députés de la France insoumise qui refusent d'applaudir et créent la polémique. Dans ces moments tragiques, je trouve choquant et désolant d'entendre des voix dissonantes jusque sur ces bancs. Nous sommes face à une attaque terroriste, commise par un groupe terroriste, le Hamas. Réplique à peine voilée aux propos de la présidente du groupe insoumis ce matin. À la question « Le Hamas est-il une organisation terroriste ?» Mathilde Panot esquive. Oui, bon, on va pas se lancer là-dessus. C'est la branche armée qui, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre. Voilà. Scandale, y compris au sein de l'alliance de gauche, la NUPS, où certains envisagent de claquer la porte. J'ai exprimé mon dégoût, mais je vais vous dire, si tous les dégoûtés s'en vont, il ne restera que les dégoûtants. Le groupe socialiste annonce d'ailleurs mettre en pause sa collaboration avec la France insoumise lors des débats à venir sur le budget.